C'est aussi ça qui fait que les gens arrêtent pas de dire « Ah, mais moi, j'ai des super idées sous la douche. Bah oui, mais c'est le seul endroit où t'as pas ton téléphone, en fait. Donc, si on avait moins ce cadre, avec des sollicitations extérieures, on aurait beaucoup plus de liens avec ce qu'on veut vraiment. Et il y a des tas de gens qui se poseront pas ces questions parce qu'ils n'ont que le moment de la douche. Donc, le conseil, c'est faut se laisser pousser les cheveux. Ouais, laissez-vous pousser plus les cheveux. Les masques, hyper important. Non, pas du tout. Ophélie, merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Le concept, moitié-moitié. La moitié du temps, je vais te cuisiner, te poser des petites questions et l'autre moitié, ça sera toi. Donc, ton nom complet, Ophélie Dezutter, t'es business coach. Ouais, exactement. Et t'aides les entrepreneurs avancés. Moi, je t'ai découvert, je pense, sur Insta. Je trouvais que ton contenu était trop cool. Je pense que tu fais partie des gens que je mets dans la catégorie sous-côté. Donc, qui font du contenu très stylé et qui n'ont pas encore l'attraction qu'ils méritent. Du coup, je suis trop content de t'avoir aujourd'hui. Parce que je trouve que ce que tu dis, c'est toujours très pertinent. T'as beaucoup de créativité. Tu documentes bien ta vie sur Insta, tes coachings et tout. Et je trouve que t'as toujours vraiment des bonnes façons d'expliquer et de parler de façon générale du coaching, des croyances limitantes, tout ça. Donc, c'est un peu les sujets que je vais avoir envie d'aborder avec toi. Du coup, ma première question pour toi, c'est quel est le truc que les entrepreneurs ignorent, mais qui est super important? Pour moi, ce que les entrepreneurs ignorent, mais qui est hyper important, c'est que ce modèle work hard, play hard, au-delà d'être une chanson de David Guetta, c'est le mantra des entrepreneurs qui vont en fait faire un burn-out. Dans ce modèle du je me crame et je me recharge hyper vite, en fait, l'entrepreneur, il va utiliser des méthodes de compensation. Donc, ça peut être l'alcool, les soirées, la drogue, le sport à outrance, le binge-watching, le binge-gaming, le sucre, le gras, on a tous nos préférés. Et ça, en fait, ça va le couper encore plus de son énergie. Et au bout de quelques mois, tout va commencer à partir en live, ses relations, sa manière de manager, ses décisions, sa vision et même son sommeil. Et là, souvent, c'est le début de la fin s'il se fait pas accompagner. Au bout d'un moment, ça va donner un « je me crame », mais en fait, je récupère de plus en plus lentement. Et ça va atteindre sa mémoire, il va commencer à oublier plein de choses, potentiellement à s'énerver plus vite, il perd en rapidité, il perd en réflexion, et en fait, il va se sentir beaucoup plus fatigué qu'avant pour des choses qu'avant, il faisait de manière hyper fluide. Ça me rappelle un coaché dont l'équipe avait doublé en quelques mois, et il me dit « putain, ça me saoule, je reviens de vacances et en fait, je me sens déjà mort ». Et ça, c'est parce qu'il oscillait entre des périodes de travail hyper intenses et des périodes de musculation hyper intenses aussi. Donc en fait, c'était tout le temps dur et son corps commençait clairement à lâcher. Donc je l'ai coaché sur ce mécanisme qu'il avait créé, la gestion de son équipe, de son temps, sa vision, parce qu'en fait, il en avait plus. Pour rebondir sur ce que tu disais et parler du burn-out, pourquoi est-ce que les entrepreneurs qu'on rencontre sont si épuisés? Alors les entrepreneurs sont épuisés parce que leurs journées sont pleines de tâches, mais sont vides de sens. C'est la perte en qualité de leurs tâches quotidiennes qui crée beaucoup de charge mentale et en parallèle, peu de sentiments de fierté parce qu'en fait, ces tâches, elles sont pas du tout valorisantes en réalité. Et j'ai vu des gens brillants faire des burn-out parce qu'ils savaient pas déléguer. Ça, c'est parce qu'ils confondent la stimulation quantitative, souvent opérationnelle, et la stimulation qualitative, souvent intellectuelle ou stratégique. Et c'est elle, cette dernière, qui nourrit la créativité et l'énergie. Donc le travail compliqué que doivent faire les dirigeants, c'est vraiment d'arrêter de se rassurer avec l'opérationnel et de monter en compétence sur leur leadership pour passer un maximum de temps en fait dans leur zone de génie. Et donc ça peut être la créativité, le sens de l'innovation, construire une communauté, imaginer ou anticiper leur prochaine phase de croissance par exemple. Globalement, c'est vraiment de sortir de ce sur quoi l'entrepreneur a zéro valeur ajoutée et souvent c'est l'OP. Et ça du coup concrètement comment tu fais pour le mettre en place avec l'entrepreneur? Ça dépend du type de business. Globalement, ce qui est intéressant c'est de regarder le temps qu'il pense allouer aux choses versus le temps qu'il alloue. OK. Généralement, il y a une distance qui est assez drôle à poser sur le papier. Okay. Quand tu te rends compte que tu penses que tu passes beaucoup de temps sur tes projets stratégiques ou tes projets futurs et qu'en fait, ça représente 5 minutes dans tes semaines, en fait, tu peux pas mener ta boîte nulle part. Ta vision d'entrepreneur, elle est vachement abîmée par ta fatigue et en fait, tu peux pas emmener une équipe quelque part si toi-même, tu sais pas où tu vas. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, en général, c'est des entrepreneurs qui se font manger par le management. Donc là, ça vaut le coup de mettre soit des intermédiaires, de regarder si ils sont pas trop dans le micromanagement, de regarder à quoi servent vraiment ces points, combien de temps ils durent. Un point d'1h30, c'est que tu es en train de refaire le travail avec ton équipe. Il n'y a pas besoin d'un point d'1h30. Soit tu valides et t'es dans des oui-non, soit en réalité, la personne peut se donner ces oui-non-là et tu le laisses. Et ça, c'est pas très français, mais je pense qu'il pourrait s'inspirer des Américains là-dessus. C'est aussi de laisser les gens faire des erreurs. Et c'est comme ça qu'ils apprennent, qu'ils montent en responsabilité. Mais c'est tout un travail et c'est normal que ce soit compliqué au début. Et du coup, toi, t'accompagnes beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans leur croissance. Tu me disais que tu les aidais à réussir et je me pose la question, ça veut dire quoi exactement tout ça? Oui, c'est une bonne question. Pour moi, il y a 2 définitions de la réussite que j'observe et que j'ai aussi vécu.
C'est la réussite projetée, celle que tu vas vivre un peu pour prouver aux autres, pour faire plaisir à tes proches. Et ça, c'est en opposition quelque part avec ta réussite induite, celle qui vient vraiment d'un alignement profond de qui tu es, sans les injonctions des autres, ce que tu aimes vraiment faire et ce que tu fais au quotidien. On voit beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, dont le but c'est de lever des fonds parce que leurs pères ont levé des fonds, parce qu'on va parler d'eux dans les médias, ou parce que c'est ce qu'on leur a dit que le succès était. Alors qu'au fond, peut-être que ça va complètement déstabiliser leur boîte et que ça répond pas à un réel besoin. Mais ce mécanisme, il faut avoir beaucoup de compassion quand on l'observe parce que on grandit avec, donc s'en débarrasser, ça prend du temps. Quand je travaillais dans les grands groupes, franchement, j'étais dans un tourbillon de travail acharné et c'était incroyable. Je bossais sur les festivals de Cannes, les Fashion Week, mais au fond, même si ça répondait à l'attente de succès de mes proches, je savais que j'étais pas au bon endroit. Tu le sens. J'étais vraiment, tu vois, quelque part en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et on a parlé pas mal, tu vois, de ce qu'était le succès ou de la réussite. Mais pourquoi est-ce que tu penses que du coup la réussite, c'est parfois plus difficile à gérer que l'échec? Souvent, on prépare un plan d'échec, mais on prépare pas un plan de réussite. Or, réussir, c'est attirer à soi plus de clients et plus de problèmes alors qu'on n'a pas la bande passante pour les gérer. Je dis souvent que l'hypercroissance, c'est un peu comme si t'étais célibataire sans enfant et que tout à coup, tu passais à marier avec des quintuplés. Tout à coup, t'es confronté à des problématiques que t'avais même pas envisagées, t'as pas les solutions et tu vas devoir faire grossir ton équipe et faire évoluer ton offre de manière urgente. Et c'est jamais bon parce que potentiellement, tu vas foirer tes recrutements, tu vas pivoter sur quelque chose qui est un peu casse-gueule. Et donc, préparer sa réussite, c'est aussi être capable d'absorber la croissance. Sinon, c'est la réussite qui devient ton problème. Et c'est quoi, du coup, le truc dont les entrepreneurs que tu coaches, ils ont plus honte? Souvent, c'est d'admettre qu'ils aiment plus vraiment leur business. Mais pendant le coaching, en fait, on se rend compte que ça vient surtout d'une perte de vision ou d'une surcharge de travail. La surcharge de travail, elle peut être tellement grande qu'on associe un peu ses missions et sa boîte à un quotidien horrible. On est un peu devenu son pire manager. Et le risque, c'est de souvent jeter le bébé avec l'eau du bain, alors que le problème, foncièrement, c'est pas ton projet de base. Et là, on a parlé pas mal, tu vois, du burn-out, donc de travailler énormément, des gens, tu vois, qui arrivent plus trop à savoir quelles sont leurs priorités, où sont leurs zones de génie, et comment toi, potentiellement, tu pouvais aider à aiguiller. Est-ce que la stratégie, c'est juste travailler moins pour être moins stressé, ou pas du tout? Pas vraiment. En fait, on confond beaucoup la charge mentale avec la charge de travail, alors que c'est pas du tout la même chose. Quand tu procrastines, par exemple, tu fous rien. Concrètement, mais t'as une charge mentale qui explose. La charge mentale, c'est un peu comme un bouton snooze dans ton cerveau qui sonne à des moments pas appropriés pour te rappeler tout ce que t'as oublié. Et en fait, ça va créer de la culpabilité, ça va créer cette impression en fait d'avoir toujours échoué, raté, oublié. Et ça va aussi abîmer un peu tes relations personnelles parce que t'es toujours dans ta tête en train de penser à ce que t'as oublié ou ce que tu dois pas oublier pour le lendemain. Et donc, du coup, t'es pas dans le présent, en fait. T'es juste anxieux. Et par exemple, quand t'es en réunion, tu penses à tes mails. Quand t'es en train de faire tes mails, tu culpabilises parce que t'as pas répondu à tes amis. Là, tu te rappelles qu'en fait, quand t'es avec tes amis, tu te dis, ah, mais faut que je retourne bosser parce que t'as peur d'oublier tes idées. Enfin, tu vois, c'est un peu ce cercle-là. Ça te donne un peu l'impression d'être partout et nulle part à la fois. Et l'anxiété avec ton énergie, c'est comme utiliser une Porsche, pour rouler dans une zone 30. En fait, tu crames beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Et en général, quand t'arrêtes ça, c'est beaucoup plus facile de construire une croissance sereine et pérenne. On est en France. Le coaching, c'est pas forcément toujours bien vu. Je pense qu'on a aussi des appréhensions en mode pour se faire coacher quand t'es entrepreneur, faut forcément quelqu'un, tu vois, qui a déjà fait ce qu'on a fait, etc. Moi, je pense pas ça. Je suis d'ailleurs fan de coaching. Enfin, j'en ai fait beaucoup. Mais qu'est-ce qui pousse, selon toi, tu vois, les entrepreneurs avancés à se faire coacher, alors qu'on pourrait croire en fait que vu qu'ils ont déjà accompli plein de choses, en fait ils doivent pouvoir eux-mêmes trouver les réponses, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'en effet en France on n'est pas du tout habitué à se faire coacher. Déjà on n'est pas habitué à demander de l'aide, on voit l'échec comme quelque chose d'un peu rédhibitoire. Se faire coacher c'est un peu un aveu d'échec alors que les personnes les plus importantes se font coacher. Ça c'est une base. D'ailleurs les entrepreneurs successful, il y en a peu qui au final se font pas accompagner à un moment. Donc ça, c'est très français pour le coup et on est en transition là-dessus. Moi, les grands sujets que je vois, c'est le manque de temps. Souvent, leur croissance les écrase, ils ont l'impression de jamais être assez, jamais au bon endroit, comme c'est ce qu'on disait, tu vois, pas suffisamment présent pour leurs proches, leur famille. Il y a aussi la solitude, ce sentiment de pas avoir de soutien. Souvent, quand il y a un décalage entre ce qu'ils vivent aussi, typiquement des galères à répétition, du stress, des clients exigeants et ce qui est perçu de l'autre côté, l'argent, la notoriété. Donc les gens vont pas comprendre pourquoi ils semblent être dans une position un peu compliquée ou très stressés. Et inconsciemment aussi,
souvent ils déséquilibrent leurs relations et c'est pour ça qu'ils reçoivent pas le soutien qu'ils aimeraient recevoir parce que ils vont toujours se positionner dans une posture de responsabilité et pas de vulnérabilité. Or, c'est ça qui leur permettrait de se sentir beaucoup plus stable. Et je dirais que le troisième point, c'est le manque d'équilibre. Ils se connaissent assez mal, souvent, et ça provoque pas mal de dégâts, que ce soit dans leur environnement professionnel, dans leurs résultats, dans leur management, mais aussi parfois dans leur environnement personnel. Donc ça, c'est un peu ce que je vois comme grande thématique. Donc les entrepreneurs qui réussissent à affronter les challenges de ouf dans leur vie professionnelle, c'est très souvent qu'en fait, ils galèrent dans leurs relations personnelles. Et en fait, les deux ne vont pas de pair. C'est pas parce que t'es un crack sur la scène, je sais pas, tech, que t'es hyper fort avec ta famille ou avec ton couple. Et pour les associés, je dirais que souvent il y a deux enjeux majeurs. Un premier enjeu sur la relation en elle-même et un deuxième enjeu sur la gestion de l'argent. C'est ce qui pose souvent problème dans les coaching où j'accompagne des associés. Donc pour la relation, il y a est-ce qu'ils sont amis? Est-ce qu'ils sont partenaires amoureux? Est-ce qu'ils sont juste associés? Mais dans ce cas-là, est-ce qu'ils ont vraiment appris à communiquer l'un avec l'autre? Et pour la gestion de l'argent, en fait, on se rend compte souvent quand on n'a pas d'argent que tout va bien, mais quand on commence à en gagner, ou typiquement post-levée de fonds, ils vont se rendre compte que les peurs de chacun et les objectifs de dépenses de l'un et de l'autre ne sont pas forcément alignés. C'est beaucoup plus simple d'avoir un ennemi commun qui est le manque d'argent que tout à coup être ensemble dans les dépenses. C'est beaucoup plus dur. C'est un peu comme la gestion des dépenses d'un couple versus un jeune couple qui a pas d'argent et qui se dit on va galérer ensemble. C'est beaucoup plus simple. Pourquoi tu penses que c'est plus simple? C'est plus simple parce que t'es ensemble contre un problème. Ouais. Et puis aussi parce qu'il y a une limite qui est une limite extérieure. Et quand le problème il est exogène, c'est beaucoup plus simple que quand le problème il est endogène, c'est-à-dire à l'intérieur du couple. En fait, j'avais pas compris que tu gérais comme ça. Je savais pas que t'étais dépensier. Ou au contraire, je te trouve un peu radin. Donc souvent les problèmes d'associés viennent une fois que la croissance a commencé et qu'il y a de l'argent qui rentre, et là, on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout la même manière de gérer. Typiquement, il y en a un qui va vouloir embaucher un profil junior alors qu'ils ont un besoin immédiat d'expertise. Ça va créer une surcharge de travail et l'autre lui en veut parce qu'en fait, ils auraient dû mettre plus d'argent dans le recrutement. Tu vois, ça arrive souvent. Et du coup, là, pour quelqu'un qui se lancerait, donc 2 personnes associées, pas d'argent, est-ce que tu as peut-être des petites questions à se poser qui pourraient justement aider, tu vois, à savoir... le cas échéant où ça fonctionne, le cas échéant où ils ont de l'argent, comment chaque personne gère un petit peu cette partie-là, quoi. Je pense que pour 2 associés qui n'ont pas d'argent, la problématique, elle va être dure au début. Ça va être hyper compliqué d'anticiper. Okay. Par contre, ce que tu peux regarder, c'est comment chacun, ils gèrent leurs finances à l'instant T. Est-ce qu'il y en a un qui est toujours à découvert? Est-ce qu'il y en a un qui est hyper précautionneux? Déjà, tu peux dire que si tu as ces 2 profils-là qui s'associent, soit il y en a un qui level up un peu sur ses skills de management de ses finances, soit il faut qu'ils aient une tierce personne qui gère, tu vois, typiquement quand il y a une association à 3, par exemple, en général, il y en a un qui gère les finances. Là, ça fluidifie un peu tout parce que on va considérer que cette personne est la personne sachante. Mais s'ils sont 2 et qu'ils n'ont pas du tout la même gestion de l'argent, en général, ce sont des personnes qu'il faut au bout d'un moment accompagner parce que ça crée du tort et ça va abîmer la relation qu'ils avaient au début. Du coup, là, on a parlé, tu vois, du fait que potentiellement, il y a des associés qui ont pas les mêmes valeurs sur l'argent ou peut-être pas les mêmes façons de gérer l'argent. Moi, ma question, c'est est-ce que tu penses que toutes les personnes qui se sont associées s'associent, tu vois, pour les bonnes raisons au départ? Ou est-ce que parfois, en fait, les gens cherchent des choses un peu différentes, quoi? Je pense que c'est comme pour la levée de fonds. Concrètement, il y a des gens qui n'ont pas vraiment conscience de ce qu'ils veulent. Ils savent pas vraiment pourquoi ils le font. Ils n'ont pas leur intention. Et quand tu t'associes sans avoir d'intention, c'est-à-dire que tu t'associes juste parce qu'on t'a dit de t'associer ou parce que t'as rencontré un mec que t'aimes bien ou parce que t'es pote avec quelqu'un et que tu veux le faire rentrer dans ta boîte, ça crée toujours beaucoup de problèmes parce qu'en fait, tout le monde n'est pas fait pour être associé avec quelqu'un. Il y a des gens qui sont de très bons solopreneurs qui vont faire grossir leur boîte avec des équipes, mais resteront toujours à la tête. Et il faut réussir à distinguer, à mon sens, le besoin d'avoir des investisseurs ou d'avoir un associé. Avoir un associé, c'est aussi laisser la place à un associé. Et du coup, décider à 2, et ça peut créer énormément de friction si t'es pas prêt à laisser de la place à l'autre. Donc il faut être assez juste là-dessus, et pour soi et pour l'autre, parce que c'est très dur à vivre d'un côté comme de l'autre. On est arrivé à la moitié de moitié-moitié. Du coup, je vais te laisser prendre le mic. Trop cool. Avant de monter l'Emlist, t'as planté plusieurs boîtes. De ce que tu m'avais dit, c'était pas un moment où t'avais forcément confiance en toi. Du coup, comment est-ce que tu fais pour trouver la motivation de te lancer quand t'enchaînes les échecs? En fait, je pense que si t'as besoin de motivation extérieure, tu devrais pas lancer de boîte. Parce que faire une boîte qui marche en se basant uniquement sur la motivation, c'est impossible, selon moi, tu vois. Parce que la motivation, c'est trop aléatoire. Un jour, t'es motivé, un jour, tu l'es pas. Le succès, pour moi, c'est un mélange de régularité et de discipline. Donc, tout le monde, tu vois, va te parler de l'importance de travailler dur chaque jour, mais personne parle de tous ces moments de doute. Ces moments où la seule voix que t'entends, en fait, elle dit d'abandonner et surtout que toutes les personnes
autour de toi se mettent à douter, tu vois. Pour moi, en fait, le seul moyen de réussir, c'est de comprendre que tu peux accomplir beaucoup plus que ce que tu penses et que bien souvent, la seule chose qui te limite, c'est toi-même. Et les pensées négatives ou positives, moi, je vois ça un peu comme des vagues. T'es sûr, en fait, qu'il va toujours y en avoir. Par contre, c'est à toi de décider quelle vague t'as envie de surfer. Donc, le plus important, c'est de rester focus sur le positif, passer à l'action pour avoir le plus de petites victoires qui sont, au fond, après, une preuve de résilience. Du coup, dans toutes les étapes que tu as vécues, dans toutes les épreuves que tu as traversées, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « Ah, mais ça, je pensais même pas l'accomplir ». En fait, moi, ça m'arrive tout le temps personnellement. En gros, depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, il y a plein de choses que je pensais totalement impossibles. Typiquement, ça peut paraître bête, tu vois, mais se dire faire un site e-commerce, il y a 10 ans, quand je me suis lancé, il fallait, à l'époque, tu vois, il n'y avait pas spécialement toutes les intégrations qui existent aujourd'hui. Donc, j'avais dû faire un connecteur avec un TPE bancaire. Et ça avait pris énormément de temps. Okay. Évidemment, je pense qu'il y avait des moyens plus simples de le faire, mais j'étais très mal renseigné et j'avais pas l'info. Et en fait, tu vois, tout ça, juste mettre en ligne, tu vois, mon site e-commerce, même si ça a été un énorme échec après, mais en fait, c'était déjà une petite victoire. Avoir une première commande, c'était une petite victoire, même si ça m'a pas permis de me payer. Ensuite, quand j'ai lancé une agence, avoir le premier client, décrocher, tu vois, le premier rendez-vous après un mail de prospection, toutes ces petites choses qui me semblaient être un peu impossibles. En gros, quand tu y arrives, c'est là où tu te dis, ok, c'est juste un petit peu plus de confiance que je peux faire des choses de plus en plus grandes, tu vois. Et c'est pareil, quand j'ai lancé l'Emlist, je me disais pas, tu vois, que ça allait être possible d'arriver à faire des millions aussi rapidement. Mais en fait, petit à petit, avec les petites victoires, je me suis mis à penser beaucoup plus grand. Et les quelques millions qui me semblaient inatteignables, c'est devenu un peu une banalité, tu vois, ou une normalité. Ouais. Même si ça l'est pas du tout, tu vois. Il faut aussi parfois redescendre et se rappeler ce que c'était au début. Oh, les milliards. Milliards. Qu'est-ce donc que les ça? Milliards. Bien évidemment. J'en ai tous les jours. J'ai mes coffres d'ailleurs, juste à côté. Mais en fait, je pense que c'est ça, tu vois, c'est que des petites étapes qui te permettent du coup d'accéder à quelque chose de plus grand par la suite. Qu'est-ce que tu penses du coup des entrepreneurs qui n'ont pas encore commencé et qui disent « Ok, moi je veux des millions, des milliards et qui ont une vision vraiment finale mais qui n'ont pas de vision intermédiaire ?» Il y a un test que j'aime bien faire. Tu vois, tu prends les gens, tu te mets dans une salle où tu as à peu près 5 mètres devant toi et tu mets des petites feuilles de papier. Ça va d'un point A à un point B, donc du point A à 0 mètres et le point B, c'est 5 mètres plus loin. Et tu leur dis d'avancer jusqu'au point B, tu vois. Seulement en marchant sur les feuilles de papier. Ouais. Et donc, au début, tu espaces les feuilles de papier d'1 mètre. Donc, tu vois, ça fait 5 pas, c'est assez facile. Ensuite, t'en enlèves. T'en enlèves 2, mettons. Donc là, les gens, ils doivent faire de plus grands pas, peut-être sauter. Ouais. Et à la fin, en fait, t'enlèves toutes les feuilles. T'as que la première et la dernière. Pour moi, c'est un peu ça, tu vois, quand ton objectif, il est beaucoup trop loin. En fait, les gars, ou les femmes ou les hommes vont se rendre compte, du coup, que c'est impossible, en fait, de passer de 0 à un objectif qui est beaucoup trop grand. Et c'est là où, en fait, moi, je vois l'importance des petites étapes et des petites victoires. On parle souvent de l'importance de travailler dur. Moi, j'y crois beaucoup. Mais la plupart des gens pensent que travailler dur, c'est parce que il faut que tu rajoutes du volume. Alors qu'en fait, pour moi, le travail dur, pourquoi c'est important? C'est parce que nos croyances limitantes, c'est elles qui nous empêchent d'avancer. Et quand tu travailles dur, ou en tout cas, quand tu travailles plus dur potentiellement que les autres, ça te donne la confiance de te dire que tu as le droit de réussir, tu vois. Ouais. Ça, tu as des gens qui l'ont naturellement. Tu as des gens qui, naturellement, sont convaincus qu'ils méritent plus de réussir que les autres. Mais pour la plupart des gens, en fait, ça vient pas naturellement. Et je trouve que le travail, c'est la meilleure chose pour réussir à gagner cette confiance. Parce que quand tu t'es prouvé à toi-même, et évidemment, faut pas le faire tout le temps, et on en parlait avec le burn-out, mais quand tu t'es montré à toi-même que tu es capable, si le besoin survient, de travailler avec un nombre d'heures potentiellement que peu de personnes peuvent tenir, bah en fait, derrière, tu as la confiance nécessaire pour te dire que tu peux accomplir potentiellement un peu n'importe quoi, quoi. Ouais, complètement. Bah, je trouve que c'est la différence un peu entre travailler en pensant volume et travailler en pensant efficacité. Ouais. Un peu comme tous les trucs, la Pomodoro et tout, tous les hacks de productivité que moi, je déteste. Moi aussi. Parce que franchement, je trouve que ça sert à rien. Ça fait rentrer juste de trucs un peu merdiques dans tes journées, mais fais un tri, regarde ce qui est vraiment efficace, regarde ce qui te rapporte vraiment quelque chose et concentre-toi là-dessus, quoi. Tous les hacks de productivité, pour moi, ça a été inventé par des gens, tu vois, qui, un, sont pas productifs, et deux, qui sont souvent des marketeurs qui voulaient bien ranker, tu vois, pour essayer de te vendre leur tool de productivité. Parce qu'en vrai, la meilleure productivité, c'est t'as une tâche, si elle prend moins de 5 minutes à faire, tu l'as fait, tu vois. Enfin, les trucs basiques, quoi, mais c'est t'as un objectif,
tous les jours, c'est quoi la tâche en fait qui va t'amener le plus proche de ton objectif. Et tu l'as fait en fait. Moi, ça me rendait fou, tu vois, ça m'arrivait d'être en meeting, on parlait d'un truc, tiens, il faut envoyer un mail à telle personne. Et je voyais des gens qui écrivaient genre dans leur to-do, envoyer un mail à telle personne. Le mail, enfin, tu l'écris en 17 secondes pendant qu'on parle et c'est envoyé, c'est fait, tu vois. Mais eux, ils vont se le mettre dans leur to-do et après ils vont se dire, oh là là, ma to-do, elle est trop longue et ça te fait peur et du coup, tu t'avances plus, quoi. Mais c'est un peu la règle des 2 minutes. Ouais. Ça prend moins de 2 minutes, tu fais tout de suite. C'est ça. Ça dépend pour qui, mais ça peut être cool. Quand t'es entrepreneur, t'as personne pour te dire quand travailler ou pour te donner les tâches ou même des objectifs. Du coup, comment toi tu fais pour rester discipliné? Premier point, c'est de comprendre que peu importe l'objectif qu'on se fixe dans la vie, il y a toujours une bataille interne. En gros, il y a une bataille entre le toi qui est bien dans sa zone de confort et le toi qui accepte la difficulté. Mais en gros, tu as toujours le choix. Tu as le choix de devenir la personne que tu veux. Et c'est tes actions qui vont dicter la personne que tu vas devenir de manière prédominante. Est-ce que tu vas devenir la version de toi qui sort de sa zone de confort pour aller vivre une vie que potentiellement très peu de personnes pourront vivre? Ou au contraire, est-ce que tu vas rester dans ta zone de confort? En fait, je pense qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment un choix de vie. Mais pour rester discipliné, moi je me dis que tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour moi en fait, pour le moi du futur, pour le moi que j'ai envie de devenir. Et que même si c'est dur, je serais fier en fait plus tard d'avoir fait tous ces sacrifices. En fait, la discipline, j'aime bien cette définition, c'est une forme d'amour propre en fait. C'est la preuve ultime que tu tiens tes propres promesses. C'est le sacrifice du moi du présent pour le moi du futur. C'est accepter l'inconfort du moment pour quelque chose de beaucoup plus grand plus tard. Il y a des gens, tu vois, qui te disent soit tu es discipliné, soit tu l'es pas. Moi, je pense pas, en fait. Je pense que la discipline, tu vois, ça se travaille. Ce qu'il faut, en fait, c'est se donner des petits objectifs au début, comme ce qu'on disait, comme par exemple écrire 1 heure par jour, faire du sport 30 minutes par jour. Et ça, tu vois, tu vas te le faire pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, quand tu auras réussi, tu vas voir que tu peux commencer à te donner des objectifs un peu plus ambitieux. Et c'est toutes ces petites victoires qui vont te permettre de construire cette version de toi qui est discipliné. Et donc, à la fin, t'es plus quelqu'un qui a de la discipline ou qui a pas de discipline, t'es juste quelqu'un de discipliné. Ça fait partie de ton identité, en fait. Je trouve ça trop bien que tu rappelles ça parce que quand on te voit faire du sport de manière hyper rigoureuse, on n'a pas l'impression que t'as commencé à un moment donné, alors que même toi, t'as commencé quelque part et même toi, au début, t'as dû galérer ouais, c'est clair. Sportivement ou autre, quoi. En fait, je pense que c'est plein de petites victoires. C'est toujours pareil, tu vois. Il y a des choses après qui vont rester ou qui vont pas rester. Il y a plein de choses que j'ai voulu entamer que j'ai jamais terminé, tu vois. Je pense que la discipline, elle vient aussi avec la passion, elle vient aussi avec ce que tu ressens. Et on peut pas être discipliné pour tout dans la vie. Il y a des choses pour lesquelles je serai jamais discipliné et c'est ok, tu vois. Et je suis très bien avec ça. Ça, c'est hyper important. Ouais. Il y a une difficulté que pas mal d'entrepreneurs connaissent, c'est que plus ta boîte grossit, plus tu es responsable d'un nombre important de personnes. Comment tu fais pour prendre des décisions sans avoir trop de pression au quotidien? Je pense qu'il faut mettre les choses déjà en perspective. Je sais pas si tu savais, mais tu as plus de combinaisons de parties d'échecs possibles qu'il y a d'atomes dans tout l'univers. Je te confirme, je savais pas du tout. En fait, ce que ça veut dire concrètement, c'est que d'essayer de prédire ce qui peut arriver dans le futur, c'est impossible. Parce qu'il y a beaucoup trop de possibilités. Et c'est pour ça, tu vois, que pour beaucoup, la prise de décision, en fait, ça a un effet un peu paralysant. Parce qu'en fait, d'essayer de se concentrer sur une infinité de scénarios, c'est le meilleur moyen de paralyser totalement son cerveau. Mais quand tu mets ça en perspective, bah en fait, tu peux aussi te dire que si tu fais une erreur et que tu as pris, entre guillemets, la mauvaise décision, bah tu as aussi une infinité de possibilités de solutions pour résoudre le problème. Pour moi, le plus important, c'est toujours de rester calme et surtout de prendre un maximum de plaisir, en fait. On va parler haters. Oui. T'as des vidéos qui font des millions de vues, donc forcément, dans les commentaires, il y a des haters. Est-ce que ça t'affecte et comment tu fais pour les gérer? Je pense que c'est impossible de pas être affecté par les haters à un moment ou à un autre, tu vois. Mais avec le temps, je trouve que tu t'en rends même plus compte. En fait, les gens te voient à travers le prisme d'une réalité qu'ils ont créée au fil des années. Des rencontres, des expériences, etc. Donc en fait, tu peux pas être responsable de l'image qu'ils ont de toi dans leur tête. T'as des gens, tu vois, qui te détestent sans même te connaître. Ou tu vois, moi, qui vont m'appeler Nadal qui a eu le Covid. Parce que peut-être que je leur rappelle Nadal, tu vois. Ça, c'est fou. Ça n'a aucun sens. Et il y en a d'autres, par contre, qui te mettent sur un piédestal et pensent que tu vas être leur sauveur. Alors qu'en fait, tu vois, t'es ni un héros, ni un méchant. T'es juste un mec avec des qualités, des défauts, comme tout le monde. Et les gens, en fait, qui vont te voir comme un ennemi, c'est souvent parce qu'ils détestent une partie de toi qu'ils détestent chez eux. Et je pense que c'est toujours plus simple de détester que de faire une introspection sur le pourquoi de leur ressenti. On en parlait un petit peu aussi tout à l'heure. Et quand ils te voient comme un sauveur, donc l'opposé, c'est aussi parce que c'est plus simple d'avoir un sauveur que de bosser sur soi pour se sauver. Ce que je me dis, tu vois, moi, c'est que mon taf, c'est d'être moi-même, essayer d'être le plus authentique possible, et que la perception que les gens ont de moi, ça en dit plus long, en fait, sur eux que sur moi. Comme disait David Goggins, grand philosophe, j'ai jamais rencontré un hater qui a plus de succès que moi. Et en général, c'est assez vrai.
Ouais. Parce que aussi, il y a un truc où ça peut réanimer chez les gens le vide de leur vie. De se dire, il a tout ça, il a forcément volé, ou il est forcément méchant, ou le fait de trouver un truc qui va pas chez toi, ça leur fait dire que, eux, en fait, ils ont rien, mais ils sont sympas, ou ils aiment pas leur job, mais au moins, je sais pas, ils sont là pour leurs proches, ou tu vois. Ouais, ça arrive aussi chez les gens avec qui t'es très proche. Il y avait quelqu'un qui avait dit ça, je sais plus qui c'était, mais que dans tes plus grands haters, t'as des gens qui sont très proches de toi. Pareil, tu vois, la définition du succès, elle peut être différente pour chacun. Pour certains, ça peut être d'avoir une famille et un cadre de vie, je sais pas, à la campagne ou dans les montagnes. Pour d'autres, ça va être de faire le plus d'argent possible. Pour d'autres, c'est de faire moitié sport, moitié lifestyle. Enfin, chacun peut avoir sa définition. Mais c'est vrai que dans les gens proches, quand il y a un écart qui se crée, pour deux personnes qui potentiellement étaient prédestinées à avoir la même vie, il peut y avoir un peu de jalousie. Et les gens associent cette jalousie à de la haine au lieu de se dire, en fait, ma jalousie, c'est ce que je veux au plus profond de moi et qu'est-ce que je pourrais apprendre et comment est-ce que je pourrais y arriver moi aussi, tu vois. Ouais, complètement. La jalousie, c'est une forme d'inspiration mal comprise. Tu te dis, mais pourquoi il a ça? Mais en fait, mais pourquoi il a ça? Il veut surtout te dire que toi, tu pourrais avoir ça. De la même manière que, je sais pas, si t'es créatif, tu vas jamais te dire, oh là là, j'envie ce comptable, quel job incroyable. Parce que t'as pas ça en toi. Ouais. T'as peut-être pas cette forme de rigueur ou de... Et en fait... Je sens que quelqu'un a fait sa comptabilité il y a pas très longtemps. Très fan de la comptabilité, très très fan. Vraiment grosse force pour moi. Non mais tu vois, en fait, tu vas envier quelque chose qui est présent déjà en toi. Et tu vas d'ailleurs le noter et le relever. Donc si la personne est capable de jalouser quelque chose chez toi, ça veut dire qu'elle a aussi ce potentiel, mais que pour le moment, elle l'a pas développé. Ouais. Et ce qui est dommage d'ailleurs, parce que tu vois, comme on nous dit depuis le plus jeune âge que la jalousie est un vilain défaut, en fait, ça nous force un peu à nous terrer et à cacher la jalousie qu'on a, parce qu'on veut pas exprimer un sentiment qui est potentiellement un peu honteux. Et du coup, vu qu'on en a honte, on bloque totalement nos émotions, notre ressenti. Et derrière, en fait, ça nous empêche potentiellement de poursuivre la voie dans laquelle on serait le plus à l'aise, dans laquelle notre vie serait la plus épanouie possible. Et c'est super dommage. Ouais, c'est complètement ça. T'as l'inspiration et tu peux le transformer soit en motivation, soit en jalousie. Mais ça doit te choisir un peu quel chemin ça prend. Pour qu'un projet fonctionne, il faut trouver la bonne idée. Comment est-ce que toi, tu fais en tant qu'entrepreneur pour rester motivé quand tu sais que la plupart des idées, en fait, vont échouer? Déjà, en fait, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a décidé de sauter d'une falaise et qui doit construire un parachute avec son slip pendant la chute. Bon, je sais pas s'il porte autre chose qu'un slip, c'est possible. Donc, je pense en fait que si tu as besoin de motivation, c'est que t'es pas encore prêt à lancer une boîte, tu vois. C'est tellement dur, tellement galère qu'il faut un peu avoir ça en soi dès le début, ou en tout cas au moins avoir la flamme. Après, la question, tu vois, si c'est est-ce que c'est normal d'échouer? La réponse, c'est bien sûr, tu vois. Et là, j'aime bien prendre des exemples. J'ai pas tous les chiffres exacts en tête, mais Elvis, il a enregistré en gros plus de 700 chansons, je crois, et t'en avais 30 ou 40 qui sont devenus des hits. Donc ça fait genre 5%, tu vois, de réussite. Picasso, je crois que c'est plus de 2000 œuvres. Et pourtant, t'en as une trentaine, pareil, qui sont connues. Thomas Edison, c'est genre plus de 1000 brevets pour toutes ses inventions. Mais en fait, la seule qui est mondialement connue, c'est l'ampoule électrique, qui est grave utile dans ce studio, d'ailleurs. On en a beaucoup. Merci. Donc en fait, ça fait un taux de succès de moins de 1%. Et en fait, tous les meilleurs inventeurs, scientifiques, artistes, entrepreneurs, c'est que des personnes qui persévèrent. Parce qu'ils savent en fait que plus tu vas faire de volume, plus tu vas t'améliorer. Et un jour, ça va terminer par fonctionner. En fait, on n'est jamais vraiment la meilleure version de nous-mêmes du premier coup. Il y a des gens qui se disent il est naturellement doué là-dedans. Tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de basket et il y avait un truc de quand tu joues, ça a l'air super simple, tu vois, tout a l'air simple. Mais en fait, quand ça a l'air très simple, c'est qu'en fait, t'as passé des heures et des heures à t'entraîner. Quand il y a des choses en fait qui deviennent une seconde nature, c'est comme les gens qui dessinent. Tu vas à Montmartre, il y a des gens qui dessinent ta tête en 2 minutes. Bon, parfois c'est des caricatures, mais parfois il y a des loupés, c'est terrible. Parfois il y a des gros loupés. Mais du coup, c'est des gens en fait qui peuvent faire ça naturellement. Mais pourquoi ils le font naturellement? En fait, c'est devenu leur identité. Parce que chaque action, chaque répétition a créé une nouvelle personne. Et c'est la beauté du cerveau, quoi, qui s'adapte un petit peu à tout. Et du coup, tu as un peu commencé à répondre, mais est-ce que tu penses que le but de l'entrepreneuriat, c'est de faire le plus d'argent possible, d'avoir de l'impact, ou de chercher la maîtrise d'un domaine? C'est une bonne question. En fait, je pense que la maîtrise et l'excellence dans un domaine particulier, c'est la forme la plus pure de richesse. En gros, l'argent et l'impact que tu vas avoir, c'est évidemment important, mais pour moi, c'est des éléments qui sont un peu en dehors de ton contrôle. Alors que la maîtrise et l'excellence, c'est vraiment interne. Ça correspond à la personne que tu vas devenir. Tu vois, tu peux pas acheter la maîtrise. Tu peux pas hériter de la maîtrise. Tu peux même pas le faker, tu vois. Ça doit se gagner, se mériter. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de raccourci ou de moyen de tricher. Tu peux pas dire que tu es un
excellent joueur de basket, arriver sur un terrain et en fait, si t'es nul, ça va se voir en fait. Pareil, tu peux pas dire que t'es un brillant orateur, arriver sur scène et en fait, si tu t'es jamais entraîné, en fait, ça sera potentiellement nul. Et ça, c'est ce que j'aime, tu vois. Le seul moyen pour moi d'exceller dans un domaine, en gros, c'est de se lever chaque jour, travailler dur quand personne ne s'en rend compte et de faire ça pendant une longue période de temps. Et aujourd'hui, même si sur les réseaux, on a l'impression que tout s'acquiert en une nuit, c'est souvent des longues périodes de temps où personne ne le voit, tu vois. Et quand tu maîtrises ton sujet, en fait, je trouve que tout le monde va le remarquer. Pas parce que, tu vois, t'es celui qui parle le plus fort, mais parce que l'excellence, en fait, parle d'elle-même. T'as pas besoin de l'expliquer. Ça se voit dans ton travail, dans la confiance que tu dégages. Donc, personnellement, moi, j'optimise toujours mes choix de vie en fonction du changement interne que ça va créer. Quand on y réfléchit, on devient ce que nous faisons de manière répétée. Donc l'excellence, c'est pas une seule action, mais plutôt une habitude. Et du coup, dans mes décisions de vie, je me demande quelle est l'habitude que j'ai envie de créer et quelle est la personne que j'ai envie de devenir. Et du coup, tu poses des intentions comme ça chaque fois que tu te donnes des challenges, tu te dis vraiment quel impact ça va avoir sur le moi profond? Ouais, en fait, souvent, je me donne des objectifs qui sont très ambitieux, parfois décorrélés de la réalité, mais qui me donnent une motivation super importante parce qu'il se rapproche un peu du rêve. Donc, je vais prendre le triathlon. J'ai commencé ça l'année dernière. Bon, j'ai une base de sportif, donc j'ai toujours fait beaucoup de sport. Mais mon objectif, en fait, ça a été de faire partie du top 100 mondial des Ironman. Donc, pour ça, il faut déjà se qualifier au championnat du monde et ensuite aller faire un top 100. Sachant que, tu vois, j'ai une boîte, j'ai un travail quand même. C'est pas comme si t'avais rien à faire à côté. Exactement, tu vois. Mais en fait, cet objectif qui paraît totalement fou, il me permet, tu vois, de me visualiser comme un sportif professionnel, qui est un rêve que j'ai toujours eu. Et en fait, avec ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'entraîner tous les jours, prendre soin de son corps, donc aller se faire masser si besoin, voir des kinés, bien manger, bien dormir, avoir une vie saine, en fait. Et en fait, tout ça, on va dire, c'est un moi qui m'attire, tu vois. Je trouve que cette version de moi, elle est cool. Peut-être qu'elle est chiante pour certains, tu vois, qui ont envie juste, je sais pas, de teuffer et tout ça ou autre. Il n'y a pas de juste ou pas juste, quoi. C'est vraiment un choix personnel. Et ça, j'aime bien, ouais. En ça, il y a quand même un énorme parallèle entre la vie d'entrepreneur et la vie d'un sportif. Ouais, il y a de la discipline. Enfin, on peut se dire ça. Il y a du bon sens. Souvent, les entrepreneurs, quand il y a un truc qui va pas, au début, c'est je dors pas, je mange mal, je sors beaucoup. Ouais. Reprenons les bonnes bases, en fait. Ouais, c'est clair. Des trucs tout simples. Et je trouve que dans l'endurance ou l'ultra-endurance, en fait, tu débloques certaines choses que je trouve qu'on débloque nulle part ailleurs. Parce qu'en gros, quand tu pars, je sais pas moi, 3-4 heures sur ton vélo, t'es obligé d'avoir des conversations très très profondes avec toi-même. T'as beaucoup de solitude. Après, tu peux toujours être avec des gens et tout, mais je trouve que sur du triathlon d'endurance, en fait, t'as tellement d'entraînement que c'est dur, tu vois, d'organiser déjà ton emploi du temps en fonction. Donc, si en plus tu dois rajouter ou greffer des personnes pour t'entraîner avec toi, personnellement, j'ai pas encore bien réussi à le faire. Et j'aime bien, tu vois, cette phase d'entraînement seul. Parce que je trouve que la solitude, c'est souvent là où les idées de génie naissent, tu vois. Et il y a quelque chose dans la solitude où, en fait, t'apprends à te connaître. Les gens en ont peur souvent. Mais je pense que typiquement, tu vois, si tout le monde faisait cet exercice de rester 20 ou 30 minutes, c'est peut-être beaucoup au début, mais on va dire genre 10 minutes, assis sur ton canapé, sans téléphone, sans ordinateur, juste dans le silence, voir un peu où notre esprit va. C'est pas de la méditation, tu vois, c'est vraiment juste laisser son esprit se balader, tu vois. Ou pareil, aller marcher. Et quand tu marches, en fait, prends pas ton téléphone. Tu pars juste de chez toi pour aller marcher et tu regardes ce qui se passe, tu prends pas d'écouteurs, tu mets pas de musique, t'es juste dans tes pensées. Et je trouve que là-dedans, enfin moi en tout cas, c'est là où j'ai eu mes meilleures idées, c'est là où j'ai des révélations, c'est là où il y a plein de choses qui se passent. Et je trouve qu'on est trop dans un monde où on essaye de couper tous nos ressentis. Et on en avait discuté la dernière fois, notamment avec les sens. On nous dit qu'on a que 5 sens, toucher, odorat, ouïe, la vue, le goût. Alors qu'en fait, tu vois, tu as au moins un 6e sens qui est l'intuition, un 7e qui est la thermoception, est-ce qu'il fait chaud ou est-ce qu'il fait froid, au moins un 8e qui est la proprioception, donc la vision de notre corps dans l'espace. Typiquement, je ferme les yeux, je lève un bras, en fait, j'ai pas besoin d'avoir les yeux ouverts pour savoir que mon bras est levé, tu vois. Ça a l'air un peu ridicule comme ça. mais en fait, tout ça, tu vois, je pense que c'est des choses, en tout cas, dans les pays de l'Ouest, on va dire, où en fait, on a totalement coupé avec tout ce qui est lié vraiment à notre ressenti. Et je trouve que la pensée, c'est vraiment interne, en fait. Comme l'intuition, tu vois. L'intuition, il y a des fois, on sent quelque chose et on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Mais c'est comme tout, en fait, ça se travaille. Et je trouve qu'on a trop tendance à taire notre intuition en se disant, parce qu'une fois on s'est trompé, de facto, on se dit que c'était pas la bonne chose. Alors que typiquement,
Combien de fois on a touché un truc et on s'est brûlé? Bah ouais, mais ça arrive, tu vois. Tu te touches, tu te brûles et tu vas te brûler plusieurs fois dans ta vie. C'est pas que t'as pas de sens de toucher, c'est juste que, tu vois, ça se travaille, quoi. Ouais, tu fais une erreur et ça veut pas dire que tout ton jugement est à jeter à la poubelle. Mais tu sais, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis sur l'espèce d'anesthésie qu'on pose autour de nos sens, parce que c'est aussi ça qui fait que les gens arrêtent pas de dire « Ah, mais moi, j'ai des super idées sous la douche ». Bah oui, mais c'est le seul endroit où t'as pas ton téléphone, en fait. Clair. Donc, et si on se posait moins, si on avait moins ce cadre constamment avec des écrans, avec des sollicitations extérieures, on aurait beaucoup plus de liens avec comment on se sent, où on en est, ce qu'on veut vraiment. Et il y a des tas de gens qui se poseront pas ces questions parce qu'ils n'ont que le moment de la douche. Et ouais, c'est horrible. Bah désolé, mais si t'as pas les cheveux longs comme ça, peut-être que tu passes pas beaucoup de temps. Non mais tu vois, en vrai, c'est assez triste de se dire qu'il y a plus que la douche qui est le moment où on n'a pas d'écran, quoi. Donc le conseil, c'est faut se laisser pousser les cheveux. Poussez-vous, ouais, laissez-vous pousser plus les cheveux, les masques, hyper important. Non, pas du tout. J'ai une dernière question. Tu parles souvent de la solitude de l'entrepreneur. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et toi, comment tu fais pour combattre ça? En fait, j'aime bien la citation, tu vois, qui dit « La solitude est le prix de l'indépendance ». Quand t'es entrepreneur, t'es un peu un chef d'orchestre. Donc, par définition, faut que t'acceptes, tu vois, d'avoir le dos tourné à la foule. Parce que tu prends des risques que 99% des gens ne prendront jamais pour vivre une vie que potentiellement seul 1%, tu vois, des gens peuvent vivre. Et comme en plus, tu décides de prendre un chemin que personne n'a pris avant toi, t'as encore plus de chances de te trouver à des endroits que personne n'a visité auparavant. Et ça crée un peu de solitude, tu vois. Ouais, c'est sûr. T'es le seul parce que la plupart des gens comprennent pas forcément ce que tu peux ressentir ou même ce que t'as vécu. Mais je pense, tu vois, aussi que la solitude, comme on le disait avant, ça peut être ton meilleur allié. Dans la solitude, tu vois, c'est souvent où naît le génie. On en a parlé avec potentiellement les idées sous la douche ou quand tu vas faire de longues balades. Et je pense que quand tu as trouvé une idée ou un objectif tellement important que tu peux penser à rien d'autre, ce que les gens pensent de toi, ça t'impacte plus du tout. La solitude, ça peut t'impacter quand tu réfléchis au fait que les gens vont te dire que tu es quelqu'un de solitaire, donc associer ça à quelque chose antisocial ou associable, je sais pas comment on dirait. Après, même si, tu vois, je pense qu'il faut pas dramatiser la solitude, je pense que c'est important aussi de bien s'entourer, donc il faut quand même avoir une balance. Moi, je sais que j'ai beaucoup de potes, tu vois, qui sont entrepreneurs, soit qui sont plus avancés que moi, soit un peu moins avancés, mais avec qui, tu vois, je peux échanger sur des sujets qui comprendront. En gros, faut pas sous-estimer aussi le pouvoir, tu vois, de l'intelligence collective, du partage, et ça, c'est assez utile. Ouais, bah carrément. Tu sais, ça me fait penser, les Américains et les Anglais, ils ont 2 mots pour dire seul, et nous, on en a qu'un. Nous, on a seul, et eux, ils ont lonely et alone. Et en fait, c'est clair. T'as la séparation physique. Je suis alone, donc je suis vraiment séparée physiquement des autres. Et lonely, c'est vraiment ce sentiment de solitude. Et nous, on confond vraiment les deux. C'est pas parce que t'es seul que tout à coup t'es asocial, que t'es rejeté, que personne t'aime. Non, c'est juste, j'apprends à vivre seul aussi. Il y a des moments où j'aime bien être seul. Et je pense que vivre seul t'apprend beaucoup sur toi. Un truc, tu vois, que je pense que peu de gens font. Je pense que d'aller partir à l'étranger, là où personne te connaît, c'est un vachement bon moyen de se trouver. La première fois où je suis parti vivre à l'étranger, j'avais une bourse quand j'étais chimiste, donc il y a très longtemps, une bourse de recherche. Et du coup, j'étais parti en Écosse. Et je voulais l'Écosse et pas Londres, même si j'avais eu d'autres trucs à Londres et tout, parce que je voulais un endroit où il n'y ait pas de français, tu vois. Et en fait, je suis arrivé là-bas. C'est vrai que, tu vois, tu connais personne, donc t'es obligé de sortir de ta zone de confort. Et en fait, je me disais quelle personne j'ai envie d'être, tu vois. Ouais. En fait, je peux le choisir. Exactement. Personne me connaît, tu vois. Si j'ai envie de dire que je suis un psychopathe, je dirais que je suis un psychopathe. Si j'ai envie de dire super, tu sais le génial, quel choix. C'est parti beaucoup trop aux extrêmes. Non, mais tu vois, en fait, tu peux vraiment en fait faire ce que tu veux. Et ça, je trouve que c'est génial. Ça, c'est un truc que j'avoue. Je refais chaque année, tu vois. Moi, j'appelle ça le monk mode. Ou en vrai, je préfère l'appeler la salle de l'esprit et du temps. Parce que c'est plus poétique. C'est plus poétique. Ouais. Et ça vient de Dragon Ball Z. Ok, d'accord. Un peu moins poétique. Du coup, j'avais pas la ref, évidemment. Mais la salle de l'esprit et du temps, je trouve que c'est super joli. Mais en fait, c'est une salle où quand tu vas dedans, 1 an dans cette salle, c'est seulement une journée dans le monde réel. Le temps, en gros, tu vois, pour moi, c'est quelque chose qui est très abstrait. Ouais. Des fois, le temps, il peut aller super vite. Et des fois, il peut aller super lentement. Des fois, tu as l'impression que tu sais pas ce qui s'est passé et que ta soirée, tu l'as limite oubliée. Et des fois, tu as des soirées qui durent à l'infini. Et je pense, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disaient non, mais le temps, c'est relatif à ton âge. Plus tu vieillis, plus les années passent. Nanana. Je suis pas trop d'accord avec ça, tu vois. Moi non plus. Parce qu'en fait, pour moi, à n'importe quel moment de ma vie, j'ai observé des moments où le temps passait lentement et où le temps passait beaucoup trop rapidement. Et je trouve que dans cette salle de l'esprit et du temps, justement, que tu peux te créer toi-même en partant à l'étranger, en allant chercher un peu cette solitude, c'est là où tu vas vraiment ou en tout cas où tu peux vraiment te découvrir. Et je pense que c'est bien de le faire à
à différentes étapes de sa vie. Quand je suis partie à Singapour, j'avais vraiment aucun Français autour de moi. C'était étrange de voir que j'étais à la fois la même et différente et qu'on me renvoyait du coup des choses différentes. Je suis rentrée en France avec une meilleure connaissance de moi et je pense une connaissance plus juste de moi. Et j'étais plus la Ophélie qui avait un peu les projections de tout le monde. Je pense que j'avais évolué dans qui j'étais, ce que je voulais vraiment. Et ça m'avait aidé de découvrir des trucs que j'aimais pas du tout et au contraire des trucs que j'aimais alors que je pensais que j'aimais pas. Donc, et notamment ce rapport à la solitude en me disant, finalement j'ai kiffé me balader dans Singapour seule au début. Et non, je me posais la question du coup quand t'es rentrée, est-ce que ça a créé des tensions avec potentiellement des amis ou des gens Singapour, non, parce que je pense que quand je suis rentrée, j'étais encore jeune et du coup très flexible et très caméléon. Je m'adaptais énormément. Mais quand je suis rentrée des États-Unis, il y a des gens que j'avais quittés, tu vois, 1 an et demi, 2 ans avant, qui en fait avaient toujours la même vie. Et c'était pas grave, mais c'est juste que on s'apportait plus vraiment les mêmes choses et les conversations étaient toujours les mêmes. Et il y a un moment où ça tournait un peu en rond et c'est vrai que c'est triste, ces phases-là, mais je pense que quand tu te développes, nécessairement, t'as plus non plus les mêmes besoins, les mêmes envies, t'as plus envie de partager les mêmes choses et parfois tu perds des gens un peu en route. Mais c'est vrai qu'il faut pas sous-estimer à quel point, tu vois, les premières semaines quand t'arrives à l'étranger et que t'es là, solo, c'est pas ta culture, les gens te comprennent pas exactement. Moi, je faisais des blagues, on me comprenait pas parce que tu vois, le sarcasme français passe pas. Ouais. Et en fait, ils comprennent pas que t'es sarcastique. Oui. Ils comprennent le sarcasme, mais comme un étranger, il a un accent. Oui. En fait, de base, il se dit, non, il galère juste avec ses mots, et donc, c'est pas ce qu'il voulait dire. Exactement. Il ne peut pas être drôle. Il peut pas être drôle. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Il ne peut pas être drôle, ce n'est qu'un étranger. Oui, complètement. Et moi, il y a des gens qui étaient un peu comme ça, et après, je disais, mais c'est de l'humour. Je disais, mais c'est mine. Et je disais, mais non, c'est pas du tout, c'était vraiment de l'humour. Donc ouais, non, il y a un peu, et cette période qui est très inconfortable, tu vois, tu parlais du temps qui s'allonge. Moi, je pense que les premières semaines aux US, elles étaient longues et je les ai ressenties comme super longues parce qu'en fait, t'as pas de vrais amis, t'as un peu des connaissances, mais t'as du mal à savoir encore qui tu es dans cette nouvelle culture, comment tu veux te positionner, ce que t'as envie de découvrir. Et je pense que cette solitude et cet inconfort, une fois que tu l'as passé, tu rentres et il y a un truc qui s'est débloqué dans ta tête où tu te dis, ok, en fait, rien peut vraiment me faire peur ou me détruire ou me faire me sentir seule parce que je sais que je suis toujours là pour moi et tu deviens ton meilleur partenaire, en fait. Ouais, sur ces sages paroles. Le moitié-moitié s'achève. Merci Ophélie Desutter. Si les gens veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te contacter ? Ils peuvent tout à fait me suivre sur le compte au nom très original de Ophélie Desutter. Très bien. Et ils peuvent m'envoyer un DM s'ils sentent qu'ils sont dans les situations dont on a parlé. Trop bien. Et je te remercie infiniment pour ce podcast, c'était très chouette. Avec plaisir, merci à toi d'être venu. Merci Guillaume.